toi, tu disais tout à l'heure que c'est une technologie que tu utilises concrètement dans ton business. Du coup, c'est quoi le cas d'usage sur lequel aujourd'hui vous reposez votre structure? Nous, on se positionne plus sur les actifs numériques, donc les jetons, sur le fait qu'il y ait enfin de l'unicité dans les actifs digitaux. Et pour ce faire, en fait, on les utilise pour les lier à la valeur des actions de sociétés pour qui on fait des augmentations de capital, pour opérer un marché secondaire, ce qui nous permet de faire, puisque ça permet de donner confiance à l'utilisateur. Donc on utilise une blockchain privée en POA, mais avec une node en lecture pour tous nos utilisateurs qui peuvent voir l'intégralité des actions. Et ça nous permet finalement de faire. Nous, on l'utilise comme un outil, c'est-à-dire que quand vous connectez à notre plateforme, vous voyez même pas qu'on utilise une blockchain. On permet juste à des gens d'investir en euros dans des projets, dans des PME. Et le côté blockchain, pour nous, c'est comme un code. On le fait pour opérer. Si on avait pu faire autrement, je sais pas, sûrement on aurait pu faire différemment. Mais on le fait comme ça, c'est plus simple et ça nous permet de rentrer dans un cadre réglementaire adapté qui est porté par la loi Pacte. Et c'est comme ça qu'on est lancé aujourd'hui et qu'on est live. Voilà. Pierre, tu me disais que toi, tu développes une technologie particulière de blockchain. Et donc, j'imagine que toi aussi, tu as des cas d'usage intéressants à nous partager. Alors, effectivement, on a un certain nombre de cas d'usage. Donc, nous, on a développé une technologie qui s'appelle Catena. C'est en ligne. N'importe quelle société peut venir se connecter via une API et mettre en place son cas d'usage. Effectivement, le blockchain, c'est notamment de la preuve. Donc, après, on peut rajouter de la traçabilité. On n'a pas trop de cas d'usage de paiement. Il y a un certain nombre d'acteurs qui le font, un certain nombre de crypto-monnaies qui permettent de faire ce type d'action. On peut plugger via notre API un certain nombre de ces systèmes-là. On n'a pas voulu réinventer la roue et ne pas orienter ou prépenser des cas d'usage. Donc c'est en fait un ensemble de petites briques accessibles qui permettent à n'importe quelle société, je vais donner 2-3 cas d'usage, de s'approprier la technologie sans forcément voir que c'est une blockchain, mais qui permet vraiment de discuter de manière écosystémique autour d'une problématique. On a fait de la traçabilité de bière et de l'import-export de bière, de mangue entre différents continents. On a agrégé un certain nombre d'acteurs pour des industriels pour réussir à tracer des objets et les assurer en automatisant l'ensemble de ces process-là. On a fait des cas d'usage sur la protection des données IoT avec Orange en sécurisant les données venant des capteurs et les rendant en décryptant en rendant la donnée décryptible seulement en passant par la blockchain, en mettant le secret cryptographique dans la blockchain et les données dans le cloud. Donc en fait, nous, l'idée de la blockchain, c'est un registre de preuves et on ne stocke jamais la donnée à l'intérieur de cette blockchain, notamment parce que c'est une blockchain orientée B2B et donc on ne va pas mettre des données en clair dedans, le secret des affaires oblige. Voilà. Jacques? Ce que j'observe, c'est qu'il y a un lent retour du balancier vers des choses un peu raisonnables. C'est-à-dire qu'on suit dès l'origine, les protocoles à blockchain sont des protocoles qui ne sont pas faits pour publier ou pour échanger des petites nouvelles, mais pour procéder à des transactions. Et quand la blockchain est apparue sous la forme repoussante pour le grand monde de Bitcoin, on a dit oulala, Bitcoin c'est épouvantable, mais la blockchain pourra faire des choses utiles très au-delà du paiement, c'est pas du tout fait pour le paiement. Alors pendant un certain temps, en gros 2014, 2015, 2016, elle servait à tout, à inscrire le cadastre du Ghana qui n'avait rien demandé sur la blockchain, enfin des choses un peu loufoques. Et puis progressivement, on en revient à des usages effectivement qui ont été décrits par tous les orateurs ici, de transactions, d'enregistrement de transactions, de preuves de transactions, etc. Donc ça, c'est simplement un retour à la raison. Après, est-ce que moi je souhaite évidemment de bons voeux à tout le monde, est-ce que à chaque fois il y a vraiment besoin d'une blockchain? Bon, c'est pas sûr. Il est sûr que quand on veut tracer des poulets ou des objets dans les grands magasins, c'est quand même du packaging. 2, en général, quand on rentre dans le détail de la blockchain tel que son concepteur vous l'expose, vous repérez suffisamment de point of failure ou de points où il y a un acteur qui appuie tout seul sur le bouton pour qu'on puisse dire bon, c'est encore une coquetterie. Après, on ne sait pas vers quoi on va. Au début, on a beaucoup parlé d'intérêt des objets. Je constate que plus personne n'en parle. Mais bien évidemment, ça va revenir. Parce que là, les objets, il faudra bien qu'ils entrent en transaction autrement qu'en passant par la BNP, le Crédit Lyonnais. Mais donc, c'est quelque chose qui est en recherche de son usage. Et on voit vaguement vers quoi on va. Et alors, oui, il y a évidemment l'identité, mais ça, c'est le dada d'Adli. Donc. Un tout petit mot alors, mais l'identité sera sûrement un gros cas d'usage. Ça ne l'est pas encore. Mais plus le maillage cryptographique entre guillemets sera fort, plus il y aura de gens qui auront des identités cryptographiques, plus il y aura d'agrégats cryptographiques faits
possible pour chaque utilisateur et donc créer finalement des identités qui nous appartiennent, se réapproprier l'identité directement et pas uniquement la déléguer. Ça, c'est un cas d'usage mais futur, mais qui devrait arriver théoriquement, parce que surtout que les GAFAM essaient de plus en plus de prendre cette place de gestionnaire d'identité. Oui, pour le moment, on a le choix, identifiez-vous avec Facebook ou identifiez-vous avec France Connect. Peut-être qu'on peut avoir un jour identifiez-vous avec Bitcoin, quelque chose comme ça. Gilles, tu peux nous parler aussi un peu de ton cas d'usage justement, qui est pour le coup très concret avec de la blockchain? Alors, oui, en fait, d'ailleurs, le cas d'usage que vient de citer Jacques, on l'implémente déjà. On fait de la signature avec des clés Bitcoin, la signature document. Alors, c'est un peu comme DocuSign, mais sans envoyer le contrat à DocuSign, que DocuSign connaisse toutes vos données. En fait, on arrive à faire de la signature et de la gestion de l'identité de façon décentralisée, tout en respectant la confidentialité. C'est-à-dire qu'on va se baser sur une blockchain publique, qui est Bitcoin, pour juste mettre des traces cryptographiques, des preuves en fait, qui pourront être opposables en cas de litige souvent. Souvent c'est des données qui sont sensibles, qu'on a besoin de protéger, sécuriser. Et l'idée c'est d'utiliser Bitcoin comme une sorte de notaire, à la différence qu'il est un peu moins cher que les notaires normaux, qu'il est global, qu'il est international, qu'il est cross-juridiction. Alors ça c'est très important parce qu'une preuve Bitcoin, on va pouvoir l'adapter à toutes les juridictions. Il y a déjà eu des jurisprudences. En Chine, il y en a eu une grosse. En Europe, il y a des lois qui se mettent en place. Aux États-Unis aussi. Donc voilà, nous on fait du notariat avec Bitcoin. Alors sur la blockchain en général, moi j'étais là quand c'est arrivé la blockchain. Alors souvent on dit la blockchain c'est la technologie derrière Bitcoin. C'est complètement faux. Je suis complètement contre cette idée parce que la blockchain c'est arrivé en 2015. On a commencé de parler de blockchain, je me souviens, c'était la une de Bloomberg, je crois. Et il y avait Bliss Masters en couverture qui disait It's all about the blockchain. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et c'était l'été 2015, et c'est là que la hype blockchain a commencé. Et dedans, on a voulu mettre tout plein de choses, alors que c'est un mot qui désigne en fait tout un ensemble de technologies qui souvent n'ont rien à voir entre elles, parce qu'entre une base de données, j'allais dire une base de données, c'est un lapsus, c'est entre une blockchain privée, et qui a un algorithme de consensus à 3 personnes, ou voire à 1 personne et demie dans la même boîte, et Bitcoin, ça n'a absolument rien à voir en termes de mode de consensus. Et du coup, on a commencé à utiliser ce mot pour désigner un peu tout ce qui gravitait un peu autour des crypto-monnaies. Et pour l'entreprise, nous, on s'attache vraiment à offrir un service pour l'entreprise. Il n'y a pas eu beaucoup de cas d'usage en production. Aujourd'hui, nous, on a déjà, par exemple, les communiqués de presse de EDF, aujourd'hui, sont sécurisés avec notre technologie. On prouve l'origine et la date d'un communiqué de presse ou d'un n'importe quel flux de documents avec Bitcoin. Alors, c'est important de dire avec Bitcoin, parce que Bitcoin, c'est vraiment le mode de consensus le plus décentralisé possible, le plus résilient possible, le plus résistant à la censure, etc. Et c'est assez différent des autres blockchains qu'on nous sert à toutes voilà, les sources. Justement, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est vous parlez de différents cas d'usage, on sent qu'il y a des écarts entre les points de vue sur les technologies à utiliser ou pas. C'est quoi aujourd'hui la grande difficulté que rencontrent les entreprises qui veulent se lancer dans de la blockchain? Déjà, est-ce qu'elles comprennent bien ce que ça sous-tend derrière? Et quand elles veulent se lancer, quelles sont les vraies difficultés qu'elles rencontrent? C'est clairement la compréhension au début. Nous, on passe la majeure partie de notre temps à de l'éducation, à expliquer que la blockchain, ça ne sert que quand on est dans un environnement hostile, où on n'a pas confiance avec la personne avec qui on fait une transaction. Parce que si on a confiance, on fait des économies en utilisant un système centralisé. Donc vraiment, c'est comprendre quand est-ce qu'on a besoin de blockchain. Et donc, pour moi, blockchain égale problème de confiance. Et on a une solution qui peut résoudre ce problème de confiance, puisqu'on a une technologie dite trustless. Voilà. Moi je partage pas complètement tous les avis, mais aussi c'est ça qui est l'intérêt d'un tour de table, sinon ça ferait moins de sens. Moi je pense que ce qui bloque le déploiement de blockchain, on va dire en France, déjà il y a le problème de financement précis des sites qu'on peut voir. Les projets en France ont du mal à se financer sur les premiers tours, donc ça diminue, on va dire, certains beaux projets, puisque comme toute révolution technologique, si on peut appeler ça une révolution technologique, il y a une phase d'excitement, et là on est plutôt en phase de restructuration.
Et c'est la phase compliquée, c'est la phase où pas mal de projets meurent, et ceux qui survivent, j'espère en tout cas que c'est les beaux projets. Le cadre réglementaire en France permet de faire des choses, il ne permet pas encore de tout faire, mais avec le décret d'application qui permet l'enregistrement des titres sur le non-coté, avec la loi Pacte, on peut déjà faire quelque chose avec une blockchain. Je sais qu'il y a des projets en cours pour faire de l'adaptation finalement de cadastre, comme tu parlais. Et je pense qu'il y a des enablers qui vont arriver. Après, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il faut trouver un cas d'usage pertinent, c'est sûr. Le Bitcoin et les personnes qui le soutiennent, et moi je pense que c'est une vraie révolution et qu'il y a un vrai enjeu. Mais par contre, je me limiterai pas uniquement à ça. C'est mon opinion qui n'appartient qu'à moi. Je pense que le côté d'une blockchain regroupe 3 technos, si je peux le dire. Le côté décentralisé, la techno peer-to-peer, le hachage et la clé cryptographique qui permet de crypter les transactions. Et les 2 autres technos ont du sens. Et une blockchain, c'est pas que le côté décentralisé. Enfin, il y a un côté inhérent, mais on peut l'avoir un peu différemment. C'est ce qu'on porte avec cette node en lectuxel, avec les nodes en écriture pour des oracles, on va dire. Et moi, je pense que c'est pertinent pour autant. Et ce qui compte pour nous, notre vision, c'est que la blockchain est un outil. Ça nous permet de faire. Et finalement, dans notre cas, nous, notre seul but, c'est de financer des PME et on ne pourrait pas le faire autrement. Donc, pour le coup, on est très content de notre cas d'application et on défend ce qu'on fait parce qu'on pense que ça fait du sens et qu'on n'aurait pas pu le faire différemment. Pierre? Alors, j'ai entendu des choses avec lesquelles je n'étais pas trop d'accord, mais je crois que ce n'est pas un débat technologique aujourd'hui, donc on va éviter de rentrer dedans. On pourra en parler plus tard. Je pense par contre que quand un client vient nous voir, il ne cherche pas de la blockchain. Il a un point de douleur qui est non résolu, c'est un problème de confiance avec ses fournisseurs, ça va être simplifier le moyen de communiquer avec des acteurs qui ont différentes tailles. Je vais reprendre un cas d'usage qu'on a réalisé, on a réalisé une bonne vingtaine, et celui-là est vraiment parlant, c'est un grand acteur de la construction, plus de 10 milliards de chiffre d'affaires, qui vient nous voir et qui me dit en fait, pour nos très grands fournisseurs, on a à peu près 15 000 fournisseurs par an. Pour les très grands, c'est très facile. On a des EDI, ça rentre dans SAP, c'est automatisé. Alors, on se fait confiance parce qu'on travaille souvent ensemble et tout se passe bien. Mais par contre, celui où on fait 3 commandes dans l'année, et ben là, il n'y a rien en place et on repasse au papier crayon. Et la technologie blockchain réussit à répondre à ça. Enfin, répond à ça dans pourquoi ? Simplement parce que c'est une technologie qui est un petit peu comme Internet, devient un cadenas de sécurité qu'on va rajouter sur l'Internet, et ce n'est pas un silo logiciel qui va finalement recréer des verticales à l'intérieur des entreprises. Et ça la rend accessible à tous, et c'est là-dessus que je pense que la technologie blockchain va réussir à s'imposer dans les années à venir, parce que le petit artisan, comme un très très grand groupe, pourra très simplement se plugger depuis une interface web, un logiciel métier dédié ou autre, et arrivera, sans même voir qu'il y a une blockchain derrière, à réaliser ce qu'il doit faire. Et je crois que le débat de fond, ce n'est pas la blockchain dans le fond. C'est comment on arrive, grâce à cette technologie, à l'imposer dans divers cas d'usage. Et aujourd'hui, elle s'impose naturellement dans des cas d'usage comme le paiement, la certification ou autre, mais parfois elle peut répondre à d'autres cas d'usage qui ne seraient pas possibles avec des choses ultra centralisées, parce que potentiellement qu'on ne veut pas laisser ces données à son fournisseur ou dans une base de données partagée, parce que demain il y a un triptyque technologique qui se dessine, l'IoT, l'intelligence artificielle, et j'espère la blockchain, parce que si on ne met pas un peu de blockchain entre l'IoT et l'intelligence artificielle, j'ai un petit peu peur que les acteurs type PME ou autres se fassent manger par des acteurs qui auront la capacité à avoir des données, des bases de données bien plus fournies que les leurs, et arriveront à prendre le contrôle sur un certain nombre d'activités. Adli, tu semblais mitigé. Oui, alors... moi, je suis de nouveau mitigé par rapport aux interventions d'avant. Mais bon, c'est vrai que le débat ici n'a pas été technique. Mais par exemple, dans le cas présent, pourquoi ne pas utiliser PGP tout simplement ? Enfin, des signatures entre des pairs pour se prouver des choses, on peut déjà le faire. Conserver la confidentialité, on peut déjà le faire. Le Bitcoin, il a été inventé pour un point précis. Et son réseau décentralisé, et son consensus, et les algos utilisés, et le fait d'avoir une blockchain, etc., a été inventé dans un but précis. Réussir à générer de la preuve sans tiers de confiance, aucun, donc le plus décentralisé possible, n'avoir que des fondements technologiques et ne plus avoir de fondements sociologiques, ou le moins possible, les éliminer le plus possible. Et la seconde chose, c'est pour prouver de la propriété, donc créer du fini dans le monde numérique qui habituellement est infini.
Et ça, pour l'instant, c'est le seul moyen de le faire, encore une fois, c'est de réussir à avoir un réseau avec des motivations intrinsèques qui font que on ne va pas pouvoir modifier les informations sur ce réseau sans avoir à à dépenser beaucoup d'argent ou d'énergie dans une manœuvre qui est malfaisante, entre guillemets. Donc la question que je me dis, moi, c'est, je suis pour l'innovation technologique, bien sûr, mais j'ai l'impression qu'avec les protocoles à blockchain, il y a plus une redécouverte du chiffrement de la part des entreprises, une redécouverte des notions de vie privée, une redécouverte des notions de pair à pair, que directement une adoption de ce nouveau paradigme. Parce qu'en fait, le paradigme que propose Bitcoin, il est différent. C'est pas juste utiliser quelques briques technologiques et quelques outils de chiffrement pour faire des opérations qu'on faisait difficilement. Là, la logique, c'est l'horizontalité totale, c'est la transparence totale des opérations, c'est l'irréversibilité des transactions, c'est la non-censurabilité des transactions, etc., etc. Et dans transaction, on peut tout mettre. Un vote, c'est une transaction. Moi, j'ai fait de la linguistique. Quand on parle d'échange communicationnel, on parle parfois de transaction communicationnelle. Donc, tout ce qui va d'un point A à un point B est un flux et une transaction. Et on a inventé une machine pour faire des transactions sans avoir besoin de faire confiance à qui que ce soit et pour pouvoir automatiser ces transactions de la manière dont on le veut. Et c'est là où, forcément, je me pose des questions sur les interventions juste avant, sans forcément, il n'y a pas chacun fait son business comme il peut. Et comme il veut surtout. Mais la question c'est, est-ce que je veux embrasser une nouveauté paradigmatique ou est-ce que je veux mettre à jour mon système IT? Parce que finalement les blockchains privées et autres un peu, ou les blockchains un peu hybrides à la Hyperledger sont des espèces de mises à jour des bases de données distribuées Oracle qui existent depuis longtemps. C'est juste que maintenant les standards sont peut-être un peu mieux et on a un peu plus réfléchi parce qu'il y a eu toute cette hype. Jacques? Oui, alors je vais aller à peu près dans le même sens comme souvent. Je suis toujours un peu étonné quand j'entends les uns ou les autres dire on va s'en servir, mais rassurez-vous, vous ne le verrez pas, ça se passera comme avant. Bon, tout d'un coup, je m'aperçois que sous mon capot, on a changé un joint en plastique par un joint en carbone. Honnêtement, voilà. Il y a, depuis l'origine, une volonté d'enlever le venin. Bitcoin est révolutionnaire. Alors on a dit la blockchain est révolutionnaire, mais on en enlève toujours un bout. Vous êtes dans le discours, on dit toujours il y a 5 éléments, nous on en enlève simplement un, et puis ça marchera aussi bien, et puis de toute façon pour le client ça ne changera rien. Et donc en fait on change, on met à jour, et je souscris à tout ce qu'a dit Adli. Parmi votre question initiale, c'était quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on parle aux gens. C'est souvent des difficultés de vocabulaire ou de représentation spontanée, de gens qui vous disent en vous servant la tasse de café je n'y connais rien. Ce qu'on veut bien croire. Et dès qu'on commence, on leur dit mais vous envisagez une blockchain publique ou privée? Oh, privée. Et alors si on dit pourquoi? Parce que, enfin, vous voulez pas que je laisse. Et moi, dans ces cas-là, je dis écoutez, imaginez qu'il s'agit non pas de vos données, mais de votre voiture. Est-ce qu'elle est plus en sécurité, clé sur le contact, au milieu d'une place de village dont toutes les maisons vont brûler si n'importe quel gueux ose toucher votre voiture, ou au fond du 3e sous-sol de votre immeuble, protégé par un unique concierge qui roupille toute la journée? Mais quand on le dit comme ça, on voit que la sécurité n'est pas forcément du côté de la solution privée. N'empêche que dans l'esprit des gens, quand on leur dit public ou privé, il y a tout de suite cette représentation spontanée, c'est privé. L'autre jour, je parlais de gouvernance dans le cas de figure d'une blockchain consortiale, et on me dit ah non, mais on est entre partenaires, donc on n'aura pas de problème de gouvernance. Je dis, bon, très bien, je veux bien, mais enfin, il n'y a personne qui ait 3 ou 4 frères et qui parle à tous ses frères. En général, on est toujours fâché avec l'un d'entre eux. Vous êtes 20 partenaires, des fournisseurs, ils vont fusionner, ils vont être rachetés, il y en a un qui va faire faillite. Comment est-ce que vous pouvez dire que vous n'aurez jamais de problème de gouvernance? Mais voilà, il faut mettre les gens face à l'inanité de certaines représentations spontanées avec lesquelles ils apportent quelque chose qui est révolutionnaire et dont ils veulent se servir de façon simplement améliorative, pour améliorer un petit peu, en gros pour gagner quelques petits sous, mais pas pour changer de paradigme et encore moins pour changer de société. Et c'est là que l'équivoque est souvent flagrante. Si je peux rebondir, vous avez tout à fait raison, mais après, en tant que société,
le but, c'est d'être pragmatique. On ne cherche pas à révolutionner le monde, et vous avez raison, l'intérêt que vous décrivez du Bitcoin, c'est la manière finale. Moi, je le vois comme ça, mais il y a des étapes intermédiaires, et en tant que société, notre objectif, c'est d'être pragmatique, d'utiliser ces étapes intermédiaires pour arriver. On ne passe pas de 0 à 1, on passe de 0 à 0,1, 0,2, 0,3. Ce pourquoi, je ne sais pas, un jour ou l'autre, on s'est laissé aller à dire que Bitcoin avait une sorte d'immaculée conception, parce que lui n'est pas né d'une société. Moi, j'entends tous les points de vue justement sur cette technologie, où en tout cas on parle beaucoup de Bitcoin d'un côté, on en a parlé d'autres technologies de l'autre. Aujourd'hui, on voit que sur le marché, il y en a quand même un bon paquet qui sont sortis ces dernières années. On a aussi beaucoup parlé de limites des technologies dites de première génération, comme Bitcoin et Ethereum. On parle de scalabilité difficile, on parle aussi de problématiques sur tout ce qui va être notamment la consommation d'énergie. Enfin voilà, on a évoqué pas mal de sujets de ce type-là. Selon vous, c'est quoi les technologies là actuellement, on est fin 2019 quasiment, qui sont en train d'émerger et qui ont sûrement un avenir assez intéressant en regard de ce qu'on connaît déjà? Puis est-ce que surtout sur les technologies qu'on connaît aujourd'hui, dont on vient de parler là pendant les quelques minutes, il y a des choses qui sont en cours qui permettraient de nous rassurer sur le fait que tout ça, ça va se régler bon an mal an? Alors oui, je vous rassure. Alors il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que sur la technologie en elle-même et ce qu'elle apporte, aujourd'hui, par exemple, si on prend, encore une fois, excusez-moi, Bitcoin, on a des temps de confirmation de 10 minutes qui ne sont pas adaptés, par exemple, pour faire un paiement immédiat. Mais on voit apparaître des technologies qu'on dit de layer 2. Et je crois beaucoup à cette évolution de la technologie, une évolution en forme de couche, un peu comme on a eu sur Internet. À la base, IP, ça servait juste à identifier des machines. On avait un protocole pour identifier des machines sur un réseau. Après, on a rajouté TCP pour transporter la donnée d'une machine à une autre. Ensuite, HTTP, SMTP, etc. Et on arrive à Facebook, Twitter, Instagram. Je pense aujourd'hui qu'une blockchain, par définition, la véritable invention qui est arrivée à un consensus avec un nombre élevé de nœuds dans le réseau, donc le Nakamoto consensus, c'est ça la véritable invention, et qu'arriver à un consensus avec 3 nœuds ou 4 nœuds ou 5 nœuds, ça existait déjà avant Bitcoin. C'était les consensus PBFT. Et donc, il y avait déjà des solutions techniques pour arriver à des consensus. Donc aujourd'hui, la technologie blockchain, l'invention posée en 2008, fait que par définition, elle n'est pas scalable en tant que telle. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire 10 millions de transactions sur le protocole Bitcoin par seconde. Ce n'est pas possible. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'avec de l'ingénierie, on va faire des couches au-dessus de Bitcoin qui vont, par exemple, décupler ces possibilités pour le paiement avec le Lightning Network. Et nous, chez Wallet, on a une technologie de Layer 2 qui fait qu'avec une seule transaction, on est capable de générer des millions de preuves pour nos clients. Aujourd'hui, on a généré plusieurs millions de preuves sur notre plateforme en 3 ans d'activité. Et tout ça en n'utilisant que quelques transactions par jour, parce qu'il y a une autre technologie qui se place au-dessus, qui va permettre aussi d'utiliser au mieux une transaction Bitcoin qui est par définition, on va dire, chère et rare. L'espace dans un bloc, il faut l'optimiser. C'est-à-dire qu'on va utiliser une transaction on-chain pour faire un virement, un paiement important, mais on ne va pas l'utiliser pour payer son café. C'est un peu le même principe. Et je vois que l'évolution de la technologie sur des couches supérieures, mais il ne faudra pas galvauder la technologie, il ne faudra pas perdre l'essentiel de la technologie qui est la résistance à la censure, l'immuabilité. Encore une fois, sur des systèmes comme la Hyperledger d'IBM, il y a un single point of failure, il y a un bouton sur lequel on peut appuyer pour éteindre le système. On n'a pas de garantie d'immuabilité, on n'a pas de garantie de pérennité sur le temps. À partir du moment où on dépend d'acteurs centralisés, on a perdu par rapport à l'invention de base qui était celle de Satoshi Nakamoto. Alors juste Pierre, j'aimerais bien ton point de vue, toi qui as fait notamment pas mal d'études, d'analyses de différentes technologies, de savoir un peu c'est quoi selon toi les technos du moment. Alors moi, à côté de Transchain, je suis parti de l'ISO et de l'AFNOR sur le groupe TC307 où on travaille justement sur la normalisation des technologies blockchain. Un des constats qu'on fait, alors il y a les blockchains privées, c'est un long débat, et est-ce que c'est vraiment des blockchains? Ça, c'est à déterminer. J'ai vraiment du mal à rejoindre les avis sur Bitcoin, la technologie suprême
C'est un petit peu compliqué pour moi, pour plusieurs raisons. Je pense que Bitcoin, comme d'autres technologies, sont loin d'être parfaits. Le côté énergivore et le côté transactionnel, mais on l'a dit, il y a des surcouches d'évolution qui permettraient éventuellement de faire évoluer ces technologies. Pour finir, la super décentralisation de Bitcoin, je ne suis pas vraiment sûr. La preuve, c'est que si c'était ultra décentralisé, quand il y a une optimisation technique qui est votée, ce qu'on appelle un fork sur une blockchain, on pourrait penser que si c'est dans l'intérêt de la technologie, il serait voté favorablement. Or, on constate qu'un certain nombre de forks ont été refusés parce que finalement, les premiers rentrants dans le Bitcoin ont accumulé beaucoup de Bitcoin et détiennent un nombre majoritaire de votes. Donc techniquement, ils pourraient éventuellement couvrir la technologie. Après, je ne suis pas un grand expert de Bitcoin, mais la plupart des constats qu'ont pu faire un certain nombre de personnes et que je peux partager, c'est éventuellement celui-là. Il y a des technologies, alors EOS, est-ce que c'est vraiment une blockchain publique ? 21 nœuds, on ne sait pas vraiment où ils sont répartis ou autres, mais qui permet de résoudre un certain nombre de problématiques de scalabilité et du côté énergivore pour être une technologie de demain. On travaille sur une technologie qui se veut publique parce que les nœuds ne sont pas contrôlés par des acteurs qui se connaissent et qui se font confiance. Et donc, il y a une distribution des nœuds, sûrement moins que sur Bitcoin, c'est une réalité. Là, tu parles de transchaîne. De transchaîne, effectivement. Mais la réalité, c'est que je ne suis pas sûr que l'hyper-décentralisation soit un point de confiance. Ce qui crée la confiance d'un réseau, c'est un nombre d'acteurs quand même suffisant qui n'ont aucun intérêt à travailler ensemble et qui finalement n'ont aucun intérêt à aider le concurrent à tricher. Donc ça, dans un monde business, je pense que c'est complètement compréhensible, d'autant plus que sur des technologies blockchain où finalement on est dans le monde des affaires, les données n'apparaissent pas en clair. Finalement, c'est des secrets cryptographiques. Ça existe même sur Bitcoin, on peut rentrer des petits secrets. Et ça permet finalement d'enregistrer des preuves sans qu'elles soient consultables. Et dans ce cas-là, ça suffit largement. Après, quelle technologie demain en 10 ans de Bitcoin, de blockchain ou autre, on constate qu'on est à la 3e génération et c'est sûrement pas la dernière. Il y aura encore des évolutions demain. Et je pense que les systèmes doivent être assez adaptables pour pouvoir évoluer avec le temps. Ce qui est pour moi une des plus grandes reproches que je fais à Bitcoin. Alors, juste pour répondre à un truc, justement le fait de pouvoir vérifier une preuve indépendamment, sans aucun tiers de confiance, c'est ça qui fait la force de l'invention. Aujourd'hui, il y a un gros problème. Quand on parle de blockchain dans l'entreprise, il y a le problème de l'interopérabilité. Si on commence à faire des blockchains un peu partout, de consortiums qui sont étanches entre elles et pas forcément interopérables, on n'a pas exactement la même proposition de valeur que avoir un réseau où n'importe qui peut vérifier tout en gardant la confidentialité. Par exemple, ce qu'on fait nous, c'est totalement confidentiel. On va pas, en lisant Bitcoin, on ne va pas voir ce qu'une entreprise fait. Et il y a cette question de protocole global. Alors, pour moi, Internet, c'était une révolution parce que c'était un protocole global, permissionless, que tout le monde pouvait utiliser de la même façon. Une blockchain de consortium, une blockchain privée, une blockchain EOS, par exemple, tout le monde ne pourra pas l'utiliser de la même façon. Parce qu'il y a des hiérarchies, il y a quelqu'un qui a certains droits, d'autres qui auraient... Tout le monde n'a pas les mêmes droits. Donc, moi, je pense que les limitations qu'on trouve aujourd'hui à Bitcoin, oui, on peut parler de Bitcoin, désolé, elles peuvent être, on peut aller au-delà avec de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'on peut vraiment l'utiliser pour ce qu'il offre comme avantage technologique, et derrière faire de la complexité, des smart contracts, des choses beaucoup plus compliquées, des choses qui sont beaucoup plus chères aussi à entrer dans la logique métier d'une entreprise. Pour moi, tout ça, ça doit se faire off-chain, et derrière, utiliser vraiment la blockchain comme un juge de paix. Et un juge de paix qui a 20 000 nœuds, pour moi, il est beaucoup plus puissant qu'un juge de paix qui a 3 nœuds. Je crois, pardon, on ne va pas réconcilier tout le monde parce que
les présupposés politiques ou philosophiques des uns et des autres ne sont pas les mêmes, et que certains parlent depuis, disons, les pieds sur un terreau philosophique, et les autres, les pieds sur leur entreprise, qu'il est bien naturel qu'ils défendent. Donc, on voit bien qu'il y a des lignes de partage intellectuel, et puis il y a des conflits d'intérêts. Je crois que les problèmes, vous les avez posés, et ils sont les mêmes pour tout le monde. Scalabilité, programmabilité, consommation d'électricité, etc. Ils se posent à toutes les grandes chaînes publiques. Je ne parle que des chaînes publiques. Donc, les deux questions qui doivent être prises en compte quand on essaie de regarder l'avenir, c'est quelle communauté, parce qu'on a beaucoup parlé de technologie, mais une entreprise, une société n'est pas une communauté. Vous avez remarqué que les applis ne sont pas maintenues parce que la start-up fait faillite et que vous pouvez l'enlever de votre téléphone. Bon. Une blockchain qui est entretenue par 20 000 indépendants a peut-être une pérennité plus grande qu'une blockchain qui vient d'être lancée par une PME qui a fait un pitch à la station F et puis qui sera peut-être plus là dans un an ou deux. Quelle communauté ? S'il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de pérennité et il n'y a peut-être pas de ressources face à ces challenges technologiques que vous avez listés. Et puis, la capacité d'une blockchain à adapter et à adopter les réformes suscitées au sein de sa communauté ou dans une autre communauté. C'est-à-dire que s'il y a une idée géniale qui se passe chez Ethereum ou chez Bitcoin, des blockchains de 3e génération type Tezos peuvent les adopter. Donc, la concurrence, elle n'est pas figée, mais elle dépend de ça. La capacité d'adapter une innovation née au sein de sa communauté ou au sein d'une autre communauté et la taille de cette communauté. Parce que sans communauté, finalement, on a dit tout à l'heure, pour l'utilisateur, c'est la même chose. Ça risque d'être la même chose que toutes les applis que vous pouvez enlever régulièrement de votre téléphone. Pour aborder 2-3 nouveautés technologiques un peu à la mode, les orientations. On peut, je pense, parler de la programmation à preuve formelle. Donc ça, c'est quand même, c'est de plus en plus tendance dans les cryptos et les protocoles à blockchain. Donc c'est du code qui consiste à être prouvé mathématiquement. Donc c'est pour éviter les failles sur les smart contracts comme on a pu connaître. Donc c'est du code qui va s'exécuter d'une manière déterministe. Donc on est sûr qu'il va bien s'exécuter. C'est ce qui est utilisé sur les lanceurs spatiaux, ce genre de choses, le métro de la ligne 14, enfin tout ce qui va être automatisé à très haut niveau et dont il ne faut pas que ça foire. On fait des preuves formelles de l'exécution du code. Donc ça, c'est une grande tendance de l'écosystème crypto. Après, il y a tout ce qui est preuve à divulgation nulle. Donc ça sert à la fois à prouver on ne prouve plus que le code s'exécute bien, on prouve que le code s'est bien exécuté. Donc ça va permettre par exemple la scalabilité des smart contracts, parce que si on peut prouver que le code s'est exécuté comme il devait s'exécuter, il n'y a plus besoin que tout le monde l'exécute. Il suffit qu'il y en ait un qui l'exécute et qui diffuse la preuve. Et ça permet de faire des choses absolument anonymement, manipuler des jeux de données de manière anonyme, etc. Donc avoir une confidentialité accrue. Donc ça, c'est un peu vraiment les techs qui sont travaillés d'arrache-pied dans les cryptos. Et après, bien sûr, sur le consensus, il y a toujours des recherches sur comment avoir un consensus le plus efficace possible. Pour l'instant, celui de Bitcoin, il reste le plus solide en termes de taille de marché et en termes de coût pour le renverser. Mais il y a plein d'autres solutions de consensus qui montrent le bout de leur nez, que ce soit plus plutocratique, plus basé sur un calcul de l'énergie différent, basé sur des mécanismes de gouvernance un peu plus traditionnels comme de la démocratie représentative ou de la démocratie liquide, basé sur le revenu. Enfin, il y a énormément de consensus différents qui essaient de se mettre en place avec toujours cette même problématique, réussir à faire en sorte que le réseau soit distribué sans avoir besoin de vérifier l'identité des pairs de ce réseau. Marc, tu voulais intervenir. C'était un peu daté, mais comment dire, je trouve que c'est un peu dommage qu'on n'ait quand même pas mentionné trop Ethereum, parce que ça reste une blockchain utilisée par beaucoup de sociétés. C'est un peu le but aussi de ce tour de table, de montrer les cas d'usage. Et tous les smart contracts se font souvent sur Ethereum. Et moi, un cas d'usage que je trouve assez pragmatique, qui a bien sûr, comme tous les cas d'usage sur une blockchain privée, des défauts, mais en tout cas, qui va permettre peut-être de comprendre, c'est quand vous avez un pack d'actionnaires, vous êtes, disons, 20 actionnaires, vous faites tous confiance au moment de la signature, mais la réalité, c'est comme on l'a dit, on ne sait pas ce qui va se passer. Si vous détenez chacun une note de cette blockchain privée que vous avez fait, avec sur cette blockchain, on va dire, un smart contract qui reprend toutes les clauses de ce pack d'actionnaires et qui va automatiquement se mettre à jour quand il y aura une clause de préemption, etc., finalement, on est sur une blockchain privée.
mais 20 nodes suffisent parce que quoi qu'il arrive, le pacte, on le fait à 20, on n'a pas besoin d'avoir la terre entière. Et c'est un cas d'usage qui aurait pu être fait autrement qu'avec une blockchain. La réalité, c'est que c'est pas fait autrement. Il y a du CRS en papier et pacte d'OCR, on est en 2019, et c'est un cas d'usage qui est pragmatique, qui peut se mettre, et nous, on aide des sociétés à le faire aujourd'hui. Et je dis pas que c'est le seul moyen de faire, c'est juste que c'est un moyen, au moins on le fait. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant avec la blockchain, c'est qu'il y a des débats philosophiques qui ont un intérêt primordial. Mais après, il y a aussi en parallèle de ces débats, de se dire c'est un outil qui nous permet de faire des choses qu'on ne faisait pas avant, qu'on aurait peut-être pu faire, mais en tout cas, on ne le faisait pas avant pour plein de raisons. Et là, on peut le faire plus facilement, plus rapidement, et en se mettant nous 20 en confiance. Et c'est ce que moi, j'aime dans la blockchain, c'est qu'il y a plusieurs choses qu'on peut faire avec, et chacun a ses idées dessus. Merci. Sur la gestion des packs d'actionnaires, je crois que tout le monde est d'accord, là, pour le coup. Et pour le coup, c'est un cas d'usage d'une blockchain privée. Absolument. Du coup, pour clôturer cette table ronde, et parce que c'était un peu la question majeure qui était posée en introduction, est-ce que selon vous c'est un effet de mode ou une innovation réelle? En un mot, chacun. En un mot, les deux. C'est à la fois un effet de mode et il y a des vraies innovations qui arrivent. C'est un peu comme dans toutes les hypes, il y a du bon et du mauvais. Alors, ma réponse, ça va être aussi un peu les deux, mais il y a un côté innovant, réel, mais l'effet de mode est positif, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait peut-être moyen de le faire avant, mais personne ne le faisait. Comme tu disais, la sécurité, ça existait, mais ils ne le faisaient pas. Et en fait, ça réveille peut-être les gens, mais c'est bien, on est content que ça réveille les gens. Finalement, on a beau dire qu'ils auraient pu le faire différemment, ils ne le faisaient pas différemment. C'est ça la réalité, c'est que ils n'utilisaient aucune clé cryptographique, ils faisaient rien, même si les clés cryptographiques existent depuis des années. Mais au moins, ils le font aujourd'hui. Et de manière pragmatique, ce qui compte, c'est que ça avance et ça fait avancer les choses, même si parfois ça ne va pas dans le sens primaire de la philosophie Bitcoin, que vous portez bien. Mais en tout cas, moi, ce qui me compte pour moi, c'est que ça fasse avancer les choses. Je suis assez d'accord, il n'y a pas vraiment de réponse. Je pense qu'il y a deux types d'acteurs. Il y a ceux qui vont surfer sur l'effet de mode et qui vont être là sur une très courte durée. Et il y a ceux qui vont essayer de s'inscrire sur le temps et de faire avancer un écosystème et une technologie. Et peu importe la technologie choisie d'ailleurs. Mais c'est vraiment ces deux types d'acteurs qu'on peut voir. Le constat, nous, on est créé depuis 2017 et on en a vu passer tout plein qui n'existent plus aujourd'hui. Et il n'y en a que très peu qui tiennent dans la durée. Alors, je pense qu'il faut forcément être mesuré dans cette réponse. Mais moi, j'ai envie de dire que notre meilleure révélation, ce sera le temps. Et il faut laisser filer le temps pour réussir à le constater ou pas, l'aspect innovation et l'aspect peut-être un peu de mode, et séparer le bon grain de l'ivraie, quoi. Alors, dans l'effet de mode, il y a toujours un gros effet de bullshit, et on en a vu pas mal, mais en soi, le fait qu'il y ait un effet de mode en même temps qu'une révolution technologique, c'est pas choquant, c'est bien. Le cas le plus célèbre, c'est celui de l'union d'un mécanicien qui s'appelait Royce avec un lord qui s'appelait Rolls, et l'un sans l'autre n'aurait peut-être pas fait la plus belle voiture de tous les temps. C'est-à-dire qu'il faut que la révolution technique soit portée aussi par un effet de mode. Et puis les choses changent, il y a une inversion des infrastructures. Au départ, c'est toujours du snobisme. Se servir d'une voiture quand on n'a pas de quoi changer ses pneus et que les routes sont faites pour les chevaux, etc., c'est du snobisme. Il faudra quelques années pour que ça devienne un moyen de masse. Donc pour le moment, on est encore assez largement dans les effets de mode, de snobisme, d'expérimentation. Mais voilà, les deux ne s'opposent pas du tout. Merci beaucoup à tous. En tout cas, on a une réponse à la question.